Salut à vous mon petits tentacules, bienvenue sur la vidéo du dimanche avec pas mal d'interviews aujourd'hui. On voit ça juste après. Donc déjà merci à tous les tipeurs, les soutiens financiers et moraux de la chaîne, les petits messages sur Discord, Facebook et ailleurs, ça fait toujours du bien. On n'oublie pas si possible de liker et de mettre un petit com, même si c'est juste genre comme pour mettre du référencement, c'est toujours. Et puis voilà, merci à vous bande de petits lapinous. Dans les trucs à venir, Donjon et Chaton et l'interview de la team complète, donc pas Tricky, tu vois, tel un Jérôme Canet, machin Canet, qui passe sur toutes les chaînes pour faire sa promo. C'est pas pour l'instant, je peux le dernier Astérix, je m'en fous. Enfin bon, ouais. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y aura aussi LG, donc je suis content. Et donc c'est dans 15 jours, et à l'occasion de leur passage, c'est là que je ferai la grosse vidéo sur Donjon et Chaton. Sinon, dans les trucs, ça devrait normalement peut-être un moment popé. Wooling 3, j'y passe pas mal de temps quand même. Enfin, pas mal de temps. Pas mal du temps du peu de temps libre que j'ai. C'est-à-dire, j'y passe pas des masses de temps en fait. Et puis Iron Kingdom, parce qu'il faut que je me remette le nez dedans. On commence les scénarios officiels mardi. Donc bon, mardi, ce sont la créa de perso. Mais voilà, hop. Pour moi, c'est les jeux du moment nez dedans. Donjon, Chaton, Wooling et puis Iron Kingdom. Et du coup, ça me manquait, moi, Nephilim, parce que je vais pas attendre la troisième saison pour reparler un petit coup. Donc vu qu'on peut pas tout lire en même temps, je me disais, qu'est-ce qui vous tenterait le plus? Parce que moi, sinon, c'est simple, je reparle de Constellation, qui est vraiment un de mes scénars, enfin, scénar de campagne. Mais sinon, voilà, il y a du choix, le théâtre de la mémoire, on a quoi d'autre encore? L'Assemblée du Seuil, ouais, j'ai envie de faire sur la S2, ou la Talente. Donc voilà, c'est une incitation pour vous faire comme aussi, puis parce que je vais pas, enfin voilà, j'aurai pas le temps de relire les quatre. Donc si j'ai pas de réponse, de toute façon, ça sera Constellation, parce que c'est un peu mon chouchou. Et puis de temps en temps, genre tous les 2 mois, je fais une petite vidéo Néphilim. Hein. On attend la saison 3. Et puis voilà, c'était un peu l'envie du moment. Et puis voilà, sinon moi dans mes nouvelles persos, parce qu'on s'en dit, oh, tu donnes plus assez de nouvelles persos. Bah ouais, le travail du jardin qui va bientôt commencer, donc là il faut que je retende ma toile de serre. Roche la toile de serre, hein, j'en ai pour 250 boules. Enfin bon, ah, l'autonomie c'est compliqué. Et faut que je me rachète une échelle aussi. J'avais une vieille échelle en bois, mais vraiment les trucs genre comme j'étais grands-parents, j'ai des barreaux complétés. Donc il me faut une bonne échelle bien. Il faut que je ressoute des parties du chéneau. Donc avec une échelle pourrie, c'était le plan pour finir avec les dents remontées. Voilà. Sinon, le jeu, geek jeu de rôle, que c'est pas son vrai nom, on a fait un petit jeu. Enfin voilà, vous verrez. On a dépassé les pas mal de pages et puis ça avance. Là, on en a largement dépassé les 100 pages. Hein. Il reste du scénar d'intro à faire parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai du relecteur, c'est il faut du scénar d'intro et c'est vrai, mais bon, on va pas tout faire à la fois. Donc je pense faire un ou deux ou peut-être trois scénars d'intro. On verra. En sachant que, ouais, voilà, faut pas que je me laisse emporter dans des trucs de mégalo. En fait, il faut vraiment du scénar pour t'aider à prendre en main les règles, machin. Situation simple et puis un petit scénar plus un peu plus sympatoche avec les petites particularités de jeu, sachant que c'est quand même grosso modo une grosse mécanique, mais ce que j'ai tenu en fait à mettre en place, c'est une mécanique, mais une cosmogonie qui tient. Voilà, je trouve que la cosmogonie c'est un des gros points faibles de DD, donc là j'ai fait une cosmogonie cohérente à la fois sur la magie, la divinité, les plans, machin. Enfin, voilà, je suis plutôt content de manière assez succincte et condensée. Je vu que c'était surtout ça, moi, les retours de lecture qui me faisaient peur. Et pour l'instant, les gens qui ont lu, ça va. Et tout le monde fait, ouais, c'est cool en fait, non. C'est un peu perché, mais c'est compréhensible. Donc, ouais, non, ça c'était vraiment le gros truc qui me faisait un peu peur. Parce que bon, les mécaniques, hein, on peut l'avouer, sachant que c'est que des mécaniques qui ont été validées, approuvées via d'autres jeux, que j'ai fait un peu de copier-coller, de rééquilibrage à ma sauce, que j'ai mis un peu de tonalité et de goût à la magie pour avoir un petit côté un peu magie à l'ancienne. Enfin bon, hop, j'en parlerai quand on parlera du jeu. En tout cas, le travail il avance et il avance bien, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Ah, je sais même pas venir. Ouais, tant pis. Voilà, on s'en moque. Si je m'en souviens pas, c'est que c'était pas important. Vu que c'est censé être une intro, que je vais déjà atteindre les 5 minutes, hein, donc l'intro elle sera finie. On va faire quoi dans cette vidéo? On va présenter un petit coup Nibiru, que quelque part ma présentation a été une déception au sens Nibiru j'ai beaucoup aimé. Je mets un gros bémol qui sera sûrement le titre de cette vidéo. Euh, En fait j'ai eu la bêtise de regarder les vidéos du 38cc et puis de Roulis TV avant, ce qui fait que j'avais surtout, enfin je suis assez d'accord avec Guillaume, je trouve qu'il a pas mal tout dit et qu'il a pas mal tout présenté et ça me saoulait de refaire en fait une vidéo qui soit voilà, vidéo Roulis TV 2 par mois, ouais, je vois pas l'intérêt.
Donc bah du coup j'étais assez condensé pour revenir en fait vraiment sur les analyses et avis subjectifs forts pour marquer les grandes lignes en fait du jeu. Et puis j'embête tout Guillaume pour des histoires de manga. Alors avec Nibiru, mais c'est une des sources d'inspiration. Enfin bon, Nibiru, c'est là, ça arrive. Il faut que j'arrête de regarder les vidéos que les autres font parce qu'après ça. Ensuite, il y aura un petit passage sur The Lazarus Project, qui est pas du tout la série de l'année, mais qui en termes de jeu de rôle peut être intéressante pour vous. On a l'interview d'Alexandre Poitras, l'auteur de Bûcheron et Loup-Garou. Après, on aura un petit moment sur les égarés. Voilà, merde, je l'ai pas là. De Guillaume Vasseur, les égarés, dont j'ai déjà parlé il y a donc je le remettrai en lien, fin de vidéo, la présentation. Déjà que je refais pas les vidéos qui sont faites ailleurs, c'est pas pour refaire les vidéos que j'ai sur cette chaîne. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, il était super cool en fait. Il m'a renvoyé son bouquin en disant: oh tiens, ça fait un moment que je t'avais dit, hop, jolie version en dur. Enfin voilà, donc j'en profite pour montrer les jolies illustrations, puis le bouquin à la vidéo en le pitchant en 2 minutes 50. Ceux qui sont vraiment intéressés par une présentation, il y a déjà une vidéo dessus. Voilà. Ensuite, c'est l'interview, que je ne massacre pas son nom de famille, de Clément Drolez. Voilà. J'espère qu'on dit bien Drolez. Clément, enfin voilà. Donc l'auteur de Ruine qui est actuellement en pledge. Donc ouais, les pledges pour Ruine, pour Bûcheron Loup-Garou, tout ça en lien sur la vidéo si je fais correctement mon travail. Et puis ce sera déjà bien, parce que 2 interviews dans la même vidéo, là, on frôle le jamais vu. Mais ouais, moi ça me faisait plaisir, et puis bon, vu que c'est 2 vidéos, enfin 2 interviews de gens qui font un peu quand même la présentation de leur jeu et qui sont en pledge, je vais pas faire style, on va les repousser jusqu'au moment où ton truc il sera plus en pledge. Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, c'est maintenant. Et puis sachant que celle d'Alexandre est plus courte, je l'ai mis au début, et celle de Clément est plus longue, donc je l'ai mis après. Voilà, il y en a une qui fait dans les 25 minutes, l'autre qui fait dans les 40. Hop. Et puis c'est tout. Donc bon visionnage à vous. Pour ceux qui veulent, il y a du chapitrage en dessous. Et puis c'est tout. 7 minutes pour une intro. Je suis à tarter. Parlons de Nibiru. Nibiru sorti il y a un petit moment chez les 12 singes. C'est du SF très barré, très à mystère. Et ça arrive à la fois à être quasiment génial et pas très loin de l'injouable. Plus précisément, vraiment pas jouable avec n'importe qui. Voilà. Donc je vais pas refaire une présentation, enfin si je vais faire un truc vraiment rapide, mais il y a Ruiz TV avec Guillaume qu'on fait une présentation, Guerre et Plomb, le 38 CC Escape Game, Tamer le Hacker qu'on a un peu parlé, et il y a même un actuel play de JBFH dessus. Donc voilà, et Nibiru, bah, c'est un truc de SF où vous êtes enfermé dans une immense station spatiale dont les habitants ont quasiment oublié l'origine. Donc pour eux, c'est juste leur habitat naturel. Vous jouez des personnages spécifiques, c'est-à-dire des vagabonds, à savoir des gens amnésiques qui se réveillent, genre oh tiens, qu'est-ce qu'on fout là, en sachant qu'ils peuvent avoir des souvenirs complètement décalés, genre par exemple des souvenirs de notre monde, ou des souvenirs du genre d'IA, ou des souvenirs de monde un peu cauchemardesque. C'est en fonction de ta créa de perso. Et puis puis voilà. Puis ils vont se balader et puis découvrir le monde. Et il y a plein de mystères. Et puis de toute façon, il y a 2 choses à vraiment énormément dire sur ce jeu. Donc je finis la petite présentation générale. Dans mes regrets généraux débiles, c'est le livre, il est enfin, il y a des petits, voilà, il y a des petits encarts bleus. Enfin, il est pas assez sombre à mon goût. Il y a un côté vraiment sur page blanche avec présentation un peu classique par rapport au jeu qui me mougnou. Bah voilà, bon, c'est vraiment des broutilles, mais c'est mon tout petit regret. Parce que mon autre gros point d'ambiguïté, c'est un choix de gameplay, c'est un choix artistique. À savoir que Nibiru, c'est vraiment le bébé, voilà, c'est un auteur qui a pondu son truc. Il y a vraiment un aspect génialissime. Après, le problème du livre de base, c'est que t'as pas les clés. Voilà, tout simplement. On a un système qui est extrêmement simple. Oh, t'as 3D4, tu jettes tes 3D4, faut faire au moins un 4. Voilà. Et puis, tu as une mécanique de souvenir. Ça, c'est le petit plus qui apporte beaucoup, au sens les joueurs vont inventer des souvenirs et les noter sur un cahier de notes. Et bon, faut payer l'achat de tes souvenirs. Après, on peut polémiquer sur le fait que les souvenirs étant gérés en ligne, il y en a qui vont écrire avec des pattes de mouche, il y en a qui vont écrire gros et c'est pertinent. Mais bon, là, on est quand les gens veulent faire de la mauvaise foi.
En fait, en pour de vrai, moi je trouve que ce système de souvenirs c'est très bien parce que ça colle complètement à l'ambiance du jeu, ça te permet de créer en plus la densité de ton personnage. Enfin, c'est vraiment une très belle mécanique au sens où une mécanique qui est pensée pour cette ambiance de jeu. Un système de combat ultra mortel. Ah, tu recours pas trop à la violence à Nibiru parce qu'il y a de bonnes chances que ce soit toi qui finisse en steak haché. Et un gros système sur les dégâts psychologiques. Ce qui est important parce que bah, c'est un monde qui a vraiment des côtés. C'est pas méga dark à la culte. Hein. Et voilà, il y a des côtés sombres et puis vous jouez non pas des humains normaux, loin de là, mais voilà, vous jouez des psychés qui sont censés pas être des psychopathes ou des Rambo. Donc du coup, les dégâts psychiques et les blessures psychiques sont importantes dans ce monde et ça donne vraiment de l'humanité à vos personnages. Voilà, ça c'était sur le point système. Il est à la fois simple et avec de la nouveauté. Et puis j'ai pas grand chose à en dire de plus parce que je suis content de trouver un système qui renouvelle un peu et qui cherche surtout à coller à son univers puis à nous raconter quelque chose. Les personnages sont musique, les joueurs créent des souvenirs et puis voilà. Donc les souvenirs tu les notes pas sur ta fiche de perso, hein. Tu as un petit carnet en plus à côté. Et puis par contre là on va attaquer le cœur du paradoxe pour moi. C'est quoi Nibiru? Je le mettrai des 10 partout, je trouve que c'est vraiment une très belle œuvre, mais il a un aspect injouable pour plein de monde. Bah parce que on a plein d'éléments pour le monde, mais j'oserais dire c'est le monde dans lequel vous êtes. Donc vous allez avoir les différents endroits de la station, là où il y a de la gravité, là où il n'y en a pas, là où tu vas pas, parce qu'il y a un petit peu trop de réacteurs nucléaires, là où il y a de la société qui a fait des cités, états, empires, machin, tentaculaires. Donc vous voyez, tu as une descriptive de ce niveau-là. Par contre, il y a plein de secrets du jeu et les vrais fins mots de l'histoire. T'as deux trois trucs qui te sont donnés, mais en fait t'as pas du tout de vraie vision globale. Donc ça soit c'est un choix qui vont pas aller plus loin, parce que hop, MJ emparez-vous du truc, joueur emparez-vous du truc, soit c'est ce bon vieux coup du moins il va falloir attendre les suppléments. Là-dessus c'est con, hein, mais j'ai jamais caché que je sais que c'est pas une réponse du tout analytique machin. Voilà. Moi en tant qu'MJ j'aime avoir les clés. Ah c'est tout con, hein, mais un jeu comme ça qui est vraiment très très bien fait, qui prend pas 2 pages et demie, 3 pages pour me donner les clés de la vérité, à la fin, je suis tout frustré. Et puis voilà, donc Nibiru, je le trouve excellentissime, mais à cause de ça, bah déjà, du coup, ça génère une ambiance très spécifique. Les références culturelles qui sont envoyées, j'ai dire Mésopotamie, mais c'est même plus ça. Enfin, bon, c'est de la culture qui fait que t'as pas des noms qui sont habituels dans un monde qui est quand même un peu chelou, le tout sans ayant les clés finales pour bien construire. Et donc, en tant qu'MJ, soit tu te lâches et puis tu crées ton truc, puis tu dis rien à foutre des futurs suppléments, soit tu te dis ah bah il est très beau, je le mets dans ma bibliothèque, j'attends d'avoir la suite pour savoir à quoi je joue. Et c'est tout le paradoxe, quoi. Nibiru, je le trouve absolument génialissime, et je l'offrirai pas à un copain. Voilà. J'aurais la possibilité de l'offrir gratos à un copain, je ne l'offrirai pas à un copain parce que je me dirais, il va pas jouer avec, quoi. Donc c'est vraiment, enfin à lire, c'est superbe, c'est inspirant. On a vraiment un très très beau jeu et une très belle œuvre holistique de créativité. Mais après, si vous allez pouvoir y jouer, si vous entrez dans ce côté, ça vous donne plein d'idées, et puis rien à foutre du background officiel, vous décidez que vous allez jouer qu'avec le livre de base et faire tout à votre sauce. Et à partir de là, si vous cherchez un jeu SF subtil avec secret, vous avez un truc qui peut potentiellement vraiment bien vous plaire. Si comme moi, quand vous lisez un univers, si tout il est pas dans le livre de base, mais au moins que ça vienne, bon. Mais voilà, si vous aimez les jeux à secret avec réponse, vous allez être frustré. C'est vraiment le problème. Et c'est un problème subjectif, au sens où c'est un parti pris d'auteur. Enfin, c'est une position qui se défend absolument. Et pour moi, ça le rend paradoxal au sens où on a quelques réponses, mais on a beaucoup de zones d'ombre avec des points d'interrogation qui clignotent partout. Alors après, c'est complètement jouable à l'échelle des joueurs. Voilà, on a plein de cadres pour les faire évoluer dans leur environnement. On a assez de trucs pour pouvoir répondre à quelques questions des joueurs mais voilà, on n'a pas assez. À mon sens, on n'a pas assez. Si
on veut pas s'emparer du truc et faire son propre Nibiru. C'est un truc à la rigueur à construire avec vos joueurs ou à toi en tant qu'MJ à mouiller la chemise et puis proposer tes vraies réponses. Après, bon, je sais qu'il y a plein de tables qui n'ont rien à carrer parce qu'elles vont vouloir jouer justement dans le cadre à échelle humaine. Avec leur aventure, ça sera pas forcément découvrir les vrais secrets du monde. Après, c'est quand même un petit peu une tradition normalement du jeu SF. C'est que dans un film de SF, dans un livre de SF, quand t'es dedans, c'est pas vivre des petites aventures dans le cadre et puis pas déborder. La SF est un genre qui justement appelle à atteindre une vision d'ensemble de la structure sociale pour généralement la comprendre, la révolutionner, changer des trucs. Enfin, c'est une norme du style SF. Après, on peut justement jouer SF autrement. C'est-à-dire la SF comme cadre, mais pas comme exercice de pensée globale d'une société et puis comment la transformer. Et voilà. Après, ça fait partie de son ADN en littérature. Effectivement, en jeu de rôle, on peut jouer sans ça. Et ce qui me gêne, c'est que je trouve que c'est un cadre absolument génial, mais on n'a pas les clés de réponse pour se permettre justement ce côté vision globale. Et allez-y, les joueurs, je vous propose une aventure, vous découvrez tout, vous pouvez changer des trucs, faire des parties pris. Là, vous avez vraiment le noyau du cadre qui est donné. Et puis pour le reste, soit tu attends les suppléments en priant que ça sorte, Inch'Allah, un jour, soit tu le fais tout seul. Voilà, voilà. Donc Nibiru, c'est à la fois quelque chose, enfin voilà, un jeu que j'ai trouvé absolument fascinant. Allez, j'ai fait 2 pages que je ne respecte absolument pas. J'adore faire des plans pour rien. Mais c'est ça, c'est tout ce paradoxe d'un jeu absolument génial à lire. Si vous avez l'occasion de le lire, de taxer un copain, vraiment, je vous y invite. Si vous arrivez à y jouer, je vous dis bravo parce que moi, je suis trop frustré de manque de réponses pour oser proposer une table Nibiru. Ça, c'est très clair. Et puis surtout, si vous voulez justement oser franchir le pas, ça va être un jeu exigeant pour les joueurs, ça va être un jeu exigeant pour vous. Ça va être un jeu qui va demander énormément d'investissement. Vous n'allez pas faire un petit one shot. Enfin, si vous faites un one shot durant, on découvre le cadre et puis rien à foutre des secrets, des machins. Mais voilà, si vous voulez vous dire, on va jouer à Nibiru pendant 6 mois, 1 an pour découvrir le truc, va falloir beaucoup d'investissement, va falloir beaucoup de création d'univers de votre part. Donc Nibiru, il m'a à la fois complètement fasciné et un poil frustré quand même. Une frustration qui n'est pas, qui est propre au jeu, mais qui est propre à la rencontre du jeu et de moi-même, au sens je fais partie de ces MJ qui aiment avoir toutes les clés. Voilà, ça m'exaspère sinon. Après, bon, est-ce qu'on aura une suite ou pas? Est-ce qu'il y aura des réponses? Je sais pas, je suis pas devin. C'est un jeu qui peut prendre vraiment beaucoup d'ampleur et beaucoup d'épaisseur, parce que là déjà, vraiment, ce qui est fait, c'est vraiment de très bonne qualité. Si on a du supplément avec plus de réponses et plus d'où on sait où on va. Parce que sinon, ça reste un jeu excessivement fascinant et extrêmement dur à mettre en place, parce que t'as pas les éléments de fond, tout simplement. Parce qu'en tant qu'MJ, tu vas pouvoir faire bouger des choses, mais à une certaine échelle, et il y a vraiment une échelle de jeu que tu peux pas toucher. Et voilà. Et le dernier point, par exemple, Guillaume sur Rollis TV dans sa présentation, mais je vois souvent des gens quand ils en parlent dire ouais, c'est comme Blame. Alors je mets des gros bémols. Ouais, ça ressemble à Blame sur le côté hyper structure et puis voilà, tu te balades dedans. Il y a quand même aussi quelques grosses différences du type justement les bastons. T'es pas d'emblème, d'emblème justement qui lit. Il les encaisse les bastos. On a un niveau de jeu 20 de plus d'emblème. C'est pas du tout ça dans Nibiru. Dans Nibiru, tu fais pas 15 combats à la suite. Non, tu fais pas en fait. Voilà, point. Et aussi d'emblème, le côté amnésique, c'est pour le lecteur. C'est-à-dire que c'est un récit où, en tant que lecteur, tu construis, où les habitants du monde sont amnésiques, mais pas les protagonistes. Les protagonistes, justement, eux, savent très bien ce qu'ils font. Voilà, bon, c'est de la broutille, mais Blame, j'aime beaucoup. Et c'est pareil, Guillaume disait, ouais, Blame, il y a 10 tomes. Non, Blame, il y a 11 tomes. Voilà, donc on va rétablir cette vérité. Voilà, ça, c'est le 11e tome de Blame, qui est non numéroté, tout simplement parce que c'est un recueil avec plein de petites histoires courtes, certaines qui sont volontairement des nouveaux éclairages éclairants et qui vous donnent des trucs sur l'univers de Blame pour sa compréhension.
et d'autres qui sont des délires du genre oh tiens on va reprendre les héros principaux puis on imagine en fait qu'ils sont dans un lycée japonais puis on raconte un petit n'importe quoi. Donc il y a à la fois du what the fuck et puis des clés de compréhension de l'univers de Blame. Voilà, Blame il y a 11 tomes, on n'a pas 10, radio. Même si bon voilà non. T'as l'œuvre originale en 10 tomes et puis t'as celui-là le petit. Puis c'est à peu près tout ce que j'ai à en dire parce que sinon il va falloir que je parte dans les petits détails de Nibiru, mais en fait il y a à peu près tout qui a été dit partout. D'ailleurs, même sur ce côté, ouais, c'est très bien, mais il y a un petit côté dur à prendre en main pour jouer. Guillaume aussi, il l'a dit. Mais je trouve que c'est vraiment le truc important à souligner sur ce jeu. Il est fascinant. J'en conseille sa lecture si c'est possible et que vous aimez les jeux SF. Il y a un système qui est bien pensé parce que c'est un système qui se veut collant à l'univers et ce que les personnages vont vivre. Il y a un lien avec les mécaniques que les joueurs vont pratiquer. Donc ça c'est malin, ça c'est bien vu. Et puis c'est jouable seulement par des tables qui s'investissent à 100%, aussi bien pour les joueurs dans la création de l'histoire, machin, parce que par la création de leurs souvenirs, les joueurs vont en emmener beaucoup, que pour le MJ par la création d'univers, parce que de toute façon, pour l'instant, on n'a pas le reste. Donc c'est pour certaines tables et pas du tout pour d'autres. Si vous vous reconnaissez dans le ouais, nous on aime s'emparer des trucs et les inventer nous-mêmes et on kiffe les jeux de SF avec des secrets et des ambiances cheloues, bon t'as un jeu pour toi. Voilà, voilà. Tout simplement. Je pense que c'est une bonne synthèse, un bon état des lieux. Après ouais, il y a des belles images, machin, effectivement. Il y a des images qui sont sympas, des références culturelles sympas. Mais le fond du truc, c'est ça. Un système pas pour les simulationnistes du tout. Et puis un univers de jeu qui est fascinant, mais t'as des briques de Lego, puis il te manque des pièces au puzzle. Ce qui est complètement nul comme métaphore, vu que les Lego et les puzzles ne vont pas forcément ensemble. Bon, j'arrête de dire n'importe quoi. Bon Nibiru, à vous aussi ça vous tente. Et si vous êtes du genre je veux toutes les clés d'un univers avant d'y jouer, fuyez pauvre fou, ce jeu n'est pas pour vous. Petite vidéo interlude. Hop, on va parler série télé. C'est sorti sur OCS le 5 février, si j'ai bonne mémoire, parce que j'ai fait une recherche il y a 5 minutes. The Lazarus Project. Hein, encore mon accent de merde. Hein. Alors, mais dégage le pop-up. The Lazarus Project, qu'est-ce que c'est? C'est des histoires de voyage dans le temps, mais en termes de reboot, en clair, il y a ta conscience qui vit un truc, un moment il se passe un machin que tu sais pas trop quoi, et hop, tu te réveilles 3 mois après, à l'endroit où tu étais il y a 3 mois, dans ton corps à toi. Donc il n'y a pas de je prends une machine pour retourner dans le passé, je me recroise moi-même, c'est juste hop, voilà, la conscience qui est renvoyée dans le passé. De toute façon, c'est tout l'univers qui est renvoyé dans le passé. Et sur cette idée de base, en fait, il brode une série assez sympa, même si des fois, en fait, le protagoniste principal, perso, il y a un mini-arc où je le tarterai tout le long. Gros connard héroïque, égoïste d'anti-héros, enfin bon, ouais, je me détends. De toute façon, on n'est pas là pour juger de la série, on est là en fait pour juger de la jouabilité de la série pour le jeu de rôle. Et là, en fait, c'est une série jeu de rôle livré clé en main. Voilà. Petite private joke pour quelqu'un, mais ouais. Tu prends que tu lui t'adaptes, ça va le faire rager. Mais non, tout ça pour dire qu'effectivement, il n'y a rien de SF à part cette histoire de conscience qui est renvoyée dans le passé. Donc à la rigueur, en fait, ça a besoin d'une mécanique propre. Ça serait une mécanique de stress mental. Parce que ça, dans la série, on te l'explique bien. Un esprit humain, c'est pas censé encaisser toutes ces réalités parallèles qui s'ajoutent et ces expériences traumatiques. Et en fait, le Lazarus Project, c'est une organisation qui peut donc retourner dans le passé. Il y a une histoire de point de sauvegarde. Je ne vais pas complètement vous spoiler la série, donc, mais bon, du coup, on est sur des histoires de points de sauvegarde cosmiques, et puis il y a une organisation qui est capable de revenir au dernier point de sauvegarde quand il y a des dangers du type fin du monde. Hein, ils ne reviennent pas pour sauver des accidents ou machin. Non, non. C'est vraiment eux, ils interviennent qu'en cas de fin du monde majeur, parce que justement, ils sont retournés dans le passé, a aussi des grosses contraintes. Dans les trucs bien horribles, par exemple, il y a tous les petits événements chaotiques, en fait, ils sont retirés au dé par le hasard. Il y a pas le prédéterminisme. En clair, voilà quelqu'un qui tombe enceinte. En plus, la sauvegarde, elle dure 1 an. Donc, quelqu'un qui va tomber enceinte en début d'année, juste après la sauvegarde, elle va accoucher, elle peut avoir un garçon, on réinitialise. Par exemple, elle peut ne pas retomber enceinte, elle retombe enceinte, elle a une fille, et pas le même. Oh, le bébé, ouais, le bébé a été changé, boum boum.
autant vous dire que ceux qui s'en souviennent, ça devient assez brillant. Il y a des effets papillons qui peuvent produire des mouvements sociaux, du coup ils disparaissent, enfin, on peut perdre des avancées. C'est pas du tout du tout beau, tout rose. Voilà, le pouvoir de retourner dans le passé. Ça, c'est bien exploité dans la série. Voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé la série assez regardable. Hein. Je l'ai bien watché, comme on dit. Ouais, je l'ai regardé un soir, quoi. Je me suis couché un peu tard à cause de ça, mais bon, j'ai vraiment bien apprécié. Puis tout le long, je me disais, ouais, ça, c'est vraiment un truc. Voilà, c'est du livret clé en main, comme cadre de fond de jeu de rôle, avec un système, bah, du coup, qui est tourné au espionnage, qui est tourné parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de super pouvoir, il n'y a pas de super tech hors de cette histoire de voyage dans le temps, ils n'ont pas des flingues spéciaux, c'est juste en fait des agents secrets qui font des ultra missions impossibles et qui, bah, quand ils merdent, c'est la fin du monde et ils retournent dans le passé pour réessayer. D'ailleurs, quand je dis agents secrets, il y a deux catégories de voyageurs. Tu as les voyageurs normaux, c'est-à-dire ceux qui ont été sélectionnés par le projet Lazarus pour faire oh, toi, tu es un super agent secret, on va t'utiliser et on va te donner la capacité de rentrer dans les boucles temporelles, espèce de super mission impossible. Et tu as une infime partie de la population qui sont des mutants, qui ont naturellement la capacité de se souvenir de chaque régression temporelle. Voilà. Et puis pour l'instant, on n'en sait guère plus. À la toute fin, ils rajoutent un petit truc. Mais alors d'habitude, hein, c'est les fins de saison où ils te font des gros. Là, c'est un machin qu'on voit assez venir. Enfin voilà, c'est un développement, j'oserais dire, normal, logique, cohérent. Je dis oui, bon, voilà, attendons la saison 2. Ça sera pas la saison de l'année en termes de SF, mais en termes de jeu de rôle, voilà, c'est vraiment cadre de jeu de rôle livré sur un plateau, facile à s'approprier. Après, vous le faites bien avec les règles qui vous parlent, sachant qu'il faut des règles qui soient voilà, orientées un peu agent secret. Et puis, si vous bricolez un système de blessures mentales, c'est une très bonne chose. De toute façon, les blessures mentales suivent plus parce que vous ratez la mission, vous mourrez, machin, reboot, hop, tu revis. Donc en fait, les blessures physiques et la mort physique dans la série, mais du coup dans ce type d'univers, dans ce type de jeu, seraient beaucoup moins impactants en fait que les blessures psy. Les blessures psy, tu vas te les traîner de boucle en boucle, voire elles vont s'additionner, et puis à un moment, tu vrilles. Hein. Il y a pas mal d'antagonistes et de méchants dans la série, justement, c'est d'anciens agents qui, à force de trop te faire de boucles dans le temps, puis de trop assister à des fins du monde, machin, ils sont plus tout, voilà, ils sont plus tout là. Et puis pour ceux qui veulent en savoir plus, parce que bon, au début il faut quand même bien le mystère sur non, on vous dira pas c'est quoi la machine, comment que ça marche, qu'est-ce que c'est. On n'a pas l'ultime réponse, mais voilà, sur les 2 derniers épisodes, ils ouvrent sur la saison 2 et on apprend beaucoup plus de qui c'est qu'il y a derrière, machin. Tu sais si c'est des agents secrets, des machins de dieu, des trucs gouvernementaux, voilà. Donc ce qui fait en fait en termes de jeu de rôle, t'as largement assez pour faire, et puis je vais pas plus m'étaler. Donc vous l'aimez pas, ça c'est vos goûts. Mais en termes de trucs faciles pour faire du jeu, c'est un contexte facile où tu sors des règles voilà, à échelle humaine, où tu as des trucs d'agents secrets, où les dommages psychiques sont importants, parce qu'en fait c'est le principal danger qui guette les personnages. Ça, et puis réussir la mission en mourant, parce que bien évidemment, si vous réussissez à empêcher une fin du monde, c'est pas parce qu'il y a la moitié de la team qui est morte qu'on va se dire oh non, on va ressusciter les copains. Non, non, c'est bon. La fin du monde est sauvée, ils sont morts, tant pis, on va recruter d'autres personnes. Hein. C'est un peu ça l'ambiance. Hein. Chez eux, la fin justifie les moyens. Si tu veux, c'est voilà. L'interrogatoire très 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 musclé, c'est normal. Voilà, les enjeux, c'est de sauver la planète. Alors, s'il faut être méchant à côté, ils sont méchants. Donc ouais, en plus, il y a tout ce petit côté un peu réaliste que, bah, de toute façon, sur tels enjeux, voilà, ils se salissent les mains, quoi. Bon, bah, c'est un intermède un peu long, donc je vous laisse là. Les joies de Skype, toujours chiant pour l'enregistrer. Démarrage, ouais, je couperai mes conneries. Allez, le compteur, voilà. Bonjour Alexandre, donc aujourd'hui nous accueillons Alexandre Poitras, le jeune, bon en tout cas jeune par rapport à moi, auteur de Bûcheron et Loup-Garou. Et puis voilà, donc hop, bienvenue Alexandre, et puis tu as commis Bûcheron et Loup-Garou, c'est ton premier jeu, de quoi donc que ça parle? Oui, bonjour. C'est mon premier jeu et ça parle des contes et légendes en Nouvelle-France, c'est-à-dire au Canada avant la conquête anglaise.
disons de 1600 à 1760 environ. Et donc, c'est vraiment un jeu qui est axé sur les contes et légendes, le folklore québécois, qui est très riche, mais qui est assez peu connu. Ah ouais, genre, toi, les canoës-kayak volants. Ouais, ouais, il y a plein d'histoires un peu farfelues, là, comme la chasse-galerie, le diable, tout ça. Puis c'est un univers que j'ai vraiment, qui me passionne depuis longtemps, puis que j'ai voulu développer en un jeu de rôle. Donc, c'est ça, le bûcheron et loup-garou, c'est vraiment c'est le fruit de cette passion-là, là, disons, qui s'est développée en plusieurs années de travail. Alors, deux questions. La première, toute bête, mais ouais, au niveau de l'accent, on dit comment pour le diable? Parce qu'avec le Y, je Ah sais oui. pas comment le prononcer. Ah, d'ailleurs, j'ai écouté une vidéo d'un youtubeur français hier, puis j'ai trouvé ça très drôle parce qu'il disait le yabé. Mais en fait, c'est plus le yaub. Le diable. Le Ouais. yaub. Le job ou le yaub. Mais il y a presque personne qui le dit vraiment comme ça. C'est plus à l'ancienne, une façon un peu rurale de le dire, un peu presque humoristique, en fait, là, au Québec, là. Ouais, donc c'était la réalité de l'époque. Maintenant, bon, C'est plus ça. personne dit comme ça. Ouais. C'est ça, exactement. C'est comme un accent un peu exagéré pour les besoins du livre. Ok. Non, je ne dis pas de bêtises sur les accents. Voilà. Pardon. Du coup, question que je connais la réponse parce que j'ai vu la préface. Mais ouais, t'as joué pas mal à DD. Puis de toute façon, juste avant qu'on enregistre, t'embêtais avec on sent bien les inspirations des DS. Donc ouais, de toute façon, tu le mets dans la préface qui à la toute base, c'était parti pour créer un truc pour DD, mais jouable avec justement le folklore Nouvelle-France. Puis finalement, bah, ça t'a donné ton jeu. À quel moment tu t'es dit, je prends les règles de DD, je les mets à la poubelle et je crée mon propre système? Ça, comment ça a maturé tout ça? Comment t'es parti de cette petite envie à, bah, au final, 300 pages d'un jeu qui a pas enfin, c'est pas du DD, quoi. Ouais, moi, en fait, je me décris un peu comme un artiste, là. Disons, j'aime créer dans différents types d'art, l'écriture, mais aussi le dessin, tout ça. Puis, quand j'ai commencé à faire des illustrations pour mes idées pour le livre, ben, j'ai fini par me dire si ça peut devenir un produit en tant que tel, c'est pas obligé d'être juste pour moi, mais avec mes amis, une campagne de Donjon Dragon. Je peux faire quelque chose de vraiment unique avec ça. Donc, je me suis dit, ça prend un système pour que ça devienne vraiment un jeu à part entière, quelque chose qui se détache de Donjon Dragon, qui a sa propre identité. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un système de règles séparé. Système à la fois simple et complexe. Voilà, on a eu 2 minutes d'échange avant, mais de toute façon, hop, je t'avais prévenu, je fous les pieds dedans. Parce que toi, en termes d'intention d'auteur, tu l'écris plusieurs fois. À tes yeux, tu as fait un truc voilà, qui tend vers la simplicité. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que le cœur du moteur, il est tout con. Tu jettes un des 10, est-ce que c'est voilà, est-ce que l'attribut il est plus haut ou plus bas que le des 10, c'est tout con. Mais vu que tu as choisi la mécanique des dons, on a plein de sous-règles partout. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, je pense qu'au Québec, on est très influencé par les Américains au niveau jeu de rôle. On connaît presque pas les jeux à l'européenne. Puis moi, ma référence, c'est vraiment Donjon Dragon, 3e, 4e, 5e édition. Puis d'autres jeux américains qui sont plus complexes souvent. Donc, à mes yeux, Bûcheron et Loup-Garou, c'est un jeu très simple, mais si on le compare à d'autres jeux, surtout de style plus européen ou français, ben effectivement, il est assez complexe. Ben, il est complet, disons, il y a beaucoup de règles spéciales pour des situations spécifiques. J'essaie de couvrir le plus possible les situations qui peuvent arriver en cours de jeu dans Bûcheron et Loup-Garou avec le contexte de la Nouvelle-France, avec la survie en nature sauvage et tout ça. Donc, j'essaie de simuler un peu, par exemple, les effets du froid, les effets de la faim, la maladie, tout ça pour ajouter du réalisme. Euh, mais effectivement, c'est ça. Les règles de base, pour moi, sont très simples. Après, la complexité vient avec ce qui définit un peu chaque personnage. Par exemple, le magicien connaît des sorts. Ils ont des règles spécifiques, un peu comme dans Donjon Dragon, où chaque sort est une petite règle en soi, si on veut. Mais enfin, je suis d'accord que c'est. Enfin, j'ai pas envie de donner une fausse image au sens où là là, fuyez, c'est un jeu compliqué. C'est pas un jeu compliqué. C'est pareil. Enfin, toutes les règles, vous n'êtes pas obligé de toutes les apprendre par cœur parce qu'effectivement, il y a plein de règles. En fait, c'est juste tel trait de tel personnage, tel effet de tel sort, ou bah, du genre, si tu sais que tu vas avoir une malédiction dans ton scénar, tu vas aller voir les règles de scénar. Si tu sais qu'ils vont traverser une forêt puis crever la dalle,
tu vas aller regarder les règles de ration avec l'écureuil qui vaut une demi-ration qui m'a traumatisé. Vous mangez des écureuils, bande de sauvages! Ah, plus maintenant, Sauvages! vraiment. À l'époque, on mangeait n'importe quoi un peu, je pense, tout ce qu'ils pouvaient trouver. Oui, non, mais je Ouais. déconne. C'est sûr, quand t'es dans la forêt en train de crever la dalle, Ah, c'est ça. C'est moins difficile, rendu là. Ouais, le hot dog d'écureuil vient ici, l'écureuil. ah ouais, exact. Le castor, n'importe quoi. Là. Ouais. Donc là, ouais, pardon, je ne te laisse même pas. Je sais même plus la question, vu que je disais des conneries. Mais pendant qu'on est sur les bestioles, je me suis fait. Donc j'ai testé le jeu, hein, et côté joueur, alors on a failli se prendre une raclée par des loups, quoi. Certains jeux de Ouais. base qui sont pourtant forts. Bon, je suis un gros poissard au deuil, hein, mais j'attaquais, les rares fois où je touchais, j'arrivais pas à le blesser. Heureusement, les autres, ils ont fait le taf. T'en avais un violonneux, il y allait à coups de musique magique, leur en a foutu plein la gueule. Mais moi, j'étais une bonne sœur, je servais à rien, quoi. J'ai réussi à blesser mes copains. J'étais dans la rue, ah, je vais t'aider, je pouf. Ah, Ah, échec ça arrive, ça. critique. Ah, désolé, je vais arrêter de t'aider. Ouais, ben en fait, c'est un peu l'intention du jeu que euh, presque n'importe quel ennemi peut devenir redoutable là, ou mortel. Puisque dans le fond, les personnages ont très peu de points de vie. Puis presque toutes les attaques font un point de dégâts. Donc un loup peut être très dangereux. Si les dés sont un peu contre les joueurs, là, ça peut rapidement devenir mortel en fait. Puis c'est de même pour à peu près tous les ennemis, je dirais. Euh, Puis c'est un peu une visée réaliste, selon moi. Là, en fait, ça dépend de la perception de chacun, mais j'avais l'intention que une blessure sérieuse, ça compte vraiment. Là. Un personnage ne peut pas encaisser plein de coups d'épée, comme par exemple dans des jeux plus épiques, fantasy, de Donjon Dragon, où tu as 200 points de vie, puis tu peux recevoir des dizaines de flèches avant de tomber. Là. Là, on est plus dans un côté réaliste à ce niveau-là, même si c'est très magique et folklorique comme univers. Donc, ouais, les loups sont dangereux. Même à ce niveau-là, enfin, je revoyais les règles d'XP avant l'interview. Les règles d'XP d'ailleurs qui sont bien faites, parce que pour un jeu sans niveau, en fait, les règles d'XP c'est tout con. Vous distribuez vos points d'XP entre vos différentes caracs, et puis dès que la carac elle a assez de points d'XP, elle monte, et puis tout l'engrenage des règles derrière monte d'un coup. Donc c'est tout simple, mais donc même un personnage qui a beaucoup d'expérience, qui est devenu très fort, il se mange quand même les limites humaines, puis il se prendra pas. Enfin voilà, une meute de loups sur lui tout seul, s'il est affamé et puis qu'il sort de la forêt, ça peut quand même te buter un personnage expérimenté, quoi. Ouais, ouais, effectivement. Et même si, par exemple, si tu joues un sorcier, tu gagneras pas nécessairement de points de vie, même si tu deviens vraiment plus expérimenté, tu vas avoir d'autres compétences, mais tu seras pas plus résistant. Tandis que si tu es un bûcheron, là, tu vas augmenter ta force, là, tu vas devenir plus résistant. Puis, donc, c'est ça, les personnages se spécialisent, mais ils deviennent pas nécessairement plus forts à tous les niveaux. Là. Oui, ils deviennent plus compétents, enfin, ouais, ils deviennent plus forts dans leurs compétences, quoi. Ouais, c'est ça, exact. Non, mais ça se sent bien au niveau de la règle de progression, parce que, ouais, on va le dire tout de suite, hein, vous pourrez pas faire progresser toutes vos caracs. Voilà, ça C'est coûte. ça, c'est ça. Enfin, au bout d'un moment, voilà. Il faut choisir, ouais. Ouais, faut choisir, tu peux pas faire super gros build qui est fort partout. Autre point, enfin, de toute façon, je trouve que c'est un peu tous les retours qu'il y a eu du côté de nos petits francophones à nous. C'est ouais, le bestiaire, enfin, honnêtement, pour nous, c'est un peu la découverte justement du folklore Nouvelle-France avec enfin, le cochon bleu, quoi. Et comment vous avez réussi à pondre ça, le cochon bleu, une espèce de cochon géant ultra destructeur, le marcassin de la mort, quoi. Ah, au Québec, il y a beaucoup de légendes un peu spéciales, disons. Là. Donc, le cochon bleu du Saguenay, c'est le protecteur de son royaume qui souvent est employé par un sorcier ou par même le diable, puis qui défend un territoire et ouais, il est extrêmement puissant, le cochon bleu. Il y a toutes sortes de bêtes, des lacs, des forêts qui ont des noms vraiment bizarres ou c'est un folklore qui est vraiment riche, là, puis moi j'adore ça, cet univers-là des conteurs. Euh, c'est très oral là, comme tradition aussi au Québec, les contes et légendes. Donc il y a tout le temps plusieurs variations d'un même monstre. Il y a plusieurs contes qu'on peut écouter. Par exemple, le cochon bleu, il doit avoir 5-6 versions différentes. Puis moi, j'ai essayé de broder à travers ça, là, de faire une version un peu unique qui fait référence à plusieurs légendes, puis avec une touche personnelle aussi. Là, il y a plusieurs choses que j'ai
comme inventé un peu de toutes pièces, mais qui respecte l'esprit du folklore québécois. Entre autres pour les objets magiques, là, c'est Voilà, j'ai demandé. Les mocassins tout chelous, là, les mocassins magiques, mocassin c'est de de toi? l'écureuil vif. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, ben, il n'y a pas beaucoup d'objets magiques en tant que tels dans les légendes du Québec. C'est plus des créatures, des histoires, mais des objets magiques qui peuvent aider un aventurier, comme des épées magiques, tout ça, et ça existe plus ou moins. Donc, il a fallu que j'en invente un peu. Est-ce que Euh, le canoë volant, c'est de toi? alors, le canoë volant, ça, c'est vraiment très typique des légendes du Québec. Ça, c'est la chasse-galerie. En fait, c'est un groupe de bûcherons qui était. Parce qu'à l'époque, les bûcherons allaient couper du bois en hiver, puis ils étaient séparés de leur famille. Puis là, il y a un bûcheron qui a voulu, à Noël, retrouver sa famille au village. Puis là, il a fait un pacte avec le diable pour qu'il puisse s'envoler dans un canot, puis tous ensemble retourner au village. Puis la seule condition, c'est qu'il ne devait pas aller au-dessus d'un toit d'église, parce que sinon, il allait tomber. Puis c'est le diable qui était en avant du canot, puis qui pagayait, si on veut, dans les airs. Donc, il y a plein d'histoires comme ça où les gens pactisent avec le diable, ils font des espèces de. Ils négocient avec lui pour essayer de trouver des petites attrapes pour s'en sortir. Puis souvent, ça finit mal, en fait, parce que le diable, il a des astuces, lui aussi. Il fait une tempête pour que, bon, Elle le triche, quoi. canot. Ouais, ouais, il triche tout le temps, c'est ça. Ouais, c'est un peu des petites morales chrétiennes, souvent, ces histoires-là. Mais Des du coup, petites ouais, quand tu histoires. pactises avec le diable, c'est pas direct contre ton âme, quoi. Ah, pas nécessairement. Le diable, il est un peu spécial au Québec, là. Il peut avoir l'air presque gentil des fois. En fait, il, il est doux parce qu'il essaie de séduire les gens communs, si on veut. Il leur parle, puis il est souvent sur Terre à prendre l'apparence d'un vieil homme, puis à essayer de corrompre les gens de façon assez subtile. Donc, ouais, puis c'est un personnage qui est là, très, très présent dans le livre de Bûcheron et Loup-Garou. Ah oui, oui, oui. Ouais, non, je confirme. Ouais, mais du coup, c'est la deuxième question, parce qu'au niveau de l'adversité, bon, il y a tous les autres humains qui foutent la merde, mais dans les adversités magiques, on a deux, trois créatures fantastiques. Et les deux gros pôles de force, c'est quand même le diable, et puis le Wendigo, que je dois massacrer le nom aussi. Et enfin, toi, je mettais tout dans le même panier, mais Wendigo et diable, c'est même pas du tout les mêmes. Quelque part, c'est pas les mêmes camps. Non, parce que le Wendigo, en fait, c'est une légende plus amérindienne. C'est autochtone, donc il était là bien avant l'arrivée des Européens. Puis c'est une force un peu plus primale qui représentait l'hiver, la faim, tous ceux en fait, durant l'hiver, sont presque morts de faim, puis ont dû commettre l'acte odieux du cannibalisme. Et là, ça éveille le Wendigo, puis ça transforme les gens. Ils deviennent un peu des bêtes sauvages. Puis c'est comme ça que naît le Wendigo, en fait, là. C'est des humains à la base, mais qui se transforment. Ils deviennent une créature surnaturelle de l'hiver. Puis, donc, ouais, c'est une des grandes forces du mal dans le monde, mais il y en a d'autres. Puis le diable, c'est un peu le maître absolu des ténèbres. Disons. Avec le diable, on peut négocier, avec le Wendigo, on fuit. Ouais, ouais, on peut pas vraiment parler au Wendigo. C'est comme essayer de parler à une bête sauvage. Mm. Sinon, enfin, j'avais plein de trucs. J'allais partir sur les nains jaunes, les dames. Ça, je sais plus son nom. Ah, celle qui est au début du bestiaire, dans les demoiselles. C'est Il pareil, y a une la légende. dame blanche, il y a la dame au glaïeul, Voilà, la dame ou glaïeul. Les dames blanches, ça, c'est un concept qu'on a, mais alors dame ou glaïeul. ouais, elle, c'est un personnage unique. Euh, donc, dans le fond, elle se promène sur les bords de l'eau, puis elle est comme charmante. C'est un peu comme une sirène. Donc, elle attire les gens par sa beauté, par son chant. Puis, elle a un grand bouquet de glaïeuls, d'où son nom, dans les mains. Et quand quelqu'un arrive à proximité, ben, là, elle prend sa vraie forme, puis elle devient un monstre terrible qui étrangle les gens, puis qui les dévore après. C'est un peu comme une sirène, mais version encore plus intense, je dirais, puis sur Terre. En gros. Ok. Et bah, du coup, on va pas vous faire tout le bestiaire, mais c'est. Ouais, enfin, je trouve, moi, c'est vraiment la force de Bûcheron et Loup-Garou, le côté. Bah, puis en plus, c'est là où il est novateur pour nous, c'est qu'on. On a un autre jeu qui est à peu près dans le même contexte, mais qui est plus noir et puis horreur, mais on n'a pas de jeu qui
qui touchent votre folklore, en fait, quoi. Voilà, donc Ouais, c'est ça. voyons, un colonial gothique, là, je l'ai découvert dans la vidéo d'hier, dans ta vidéo que j'ai écoutée parce que je connaissais pas ça du tout. Effectivement, ça a l'air intéressant comme jeu, mais ouais, le folklore québécois, c'est assez spécifique. Puis je pense que c'est le seul jeu qui en parle. Il y en a Ouais, c'est peut-être d'autres peut-être que le je seul connais jeu pas, qui... mais Ah ouais, mais chez vous, du coup, il y a eu deux, trois commentaires de Québécois qui étaient en recherche dans le genre, ah bon, on a un jeu de rôle sur notre truc à nous. Donc, ouais, ouais, ouais. ouais. Un jeu de rôle sur votre truc à vous, fait par un mec à vous. Parce que c'est vrai que, bon, toi, enfin, ça a un peu plus de sens, quoi. Moi, ça n'a pas bercé mon enfance. Si je fais un jeu de rôle sur votre... faudrait que j'aille prendre des bouquins à la bibliothèque, ça serait un peu froid, quoi. Toi, c'est pas la même chose que quand c'est les légendes de quand t'étais petit, quoi. Ah là là. Ouais. Et du coup, ta première expérience comme auteur. Ah non, si, on oublie un truc important. T'es l'auteur, on a incité dessus, t'es fan du folklore de chez toi, mais surtout, t'es aussi l'illustrateur. T'as appris à dessiner ou c'est ton vrai boulot, ou comment que ça s'est passé de faire les élus? Ah, moi, je dessine depuis toujours, je dirais. Puis, dans le fond, mon travail à temps plein dans la vie, là, je suis directeur artistique d'une petite compagnie. Je fais de l'animation, du vidéo, mais je fais beaucoup d'artistique. Je fais du dessin tout le temps. Puis, euh, c'est ça, donc, Bûcheron et Loup-Garou, moi, c'était vraiment mon plaisir de dessiner était égal à celui d'écrire. Je dirais, là. C'est vraiment deux passions chez moi. Puis, en fait, je dessine, puis je fais plein d'autres formes d'art. Là. J'aime créer en général. Comme par exemple, des petits nains de jardin, une petite passion que je viens de commencer. Donc c'est ça, là, je m'amuse à faire plein de choses comme ça, plein de dessins. J'ai une page d'artiste, je dessine dans plein de styles différents. Là. Ton nain de jardin, il fait un peu nain de jardin de Buffy et les vampires, quoi. Ouais, on pourrait l'utiliser comme une arme en cas de nécessité. Ouais. Nain de jardin plus 3 attaque spécifique. Ah, j'arrête de dire des conneries. Et puis, du coup, pendant qu'on en est ton côté multitâche et tout, tu as surtout aussi un site qui parle déjà pas mal de bûcherons et loups-garous. Donc, je réinvite encore tous ceux qui ont été titillés par ton travail à aller jeter un coup d'œil sur ton site. Parce qu'en plus, enfin, il est con comme tu as trouvé. Hein, tu tapes bûcherons et loups-garous. Il n'y en a qu'un, en fait. Il n'y a que le tien. Voilà, on Ouais. n'a pas 25 000 recherches. C'est, oh, tiens, boum, tête d'affiche. Ouais, j'ai été chanceux. Bûcheronloup-garou.com disponible. Ah, ouais, c'est le premier. Et puis dessus, d'ailleurs, je vais arrêter de faire la présentation. J'arrête de faire ton boulot à ta place. Qu'est-ce qu'il y a donc sur ton site? Bien, il y a la présentation de l'auteur, il y a la description du livre, de l'univers un peu, et on peut retrouver la version numérique du livre qui est en vente. Puis il y a aussi une version d'exploration du jeu qui est gratuite, qui est comme un extrait réduit du livre. Puis il y a une quête gratuite aussi, qui est Les Castors Blancs, que j'ai écrite avec mon père, qui est une quête d'introduction vraiment le fun, je pense, là, qui permet de voir l'univers de Bichon et Loup-Garou au village de Sainte-Épinette-des-Monts, avec une petite enquête à propos d'une histoire de loup-garou. Donc, c'est ça. Sur le site, vous avez tout pour essayer le jeu avant de l'acheter, voir si vous aimez ça. Puis aussi des illustrations, il y a un peu de tout. Là. Voilà. Non, mais c'est bien. De toute façon, tu m'avais prévenu que hop, c'est ta première interview mollo et tout, fallait que j'aide. C'est pour ça que j'étais un peu invasif en fait. Je tentais d'aider, mais j'espère que j'ai été aidant et pas juste un gros lourd invasif qui fait des réflexions Non, débiles. non, c'est parfait. J'aime mieux un peu être guidé un peu comme ça, là, comme pour une première entrevue de ce niveau-là, ça va bien. J'ai été sa première fois. Ah, j'ai honte. Des fois, j'ai honte de moi-même. Mais voilà, hop, je le remonte. Bûcheron et le garou, ça en plaît actuellement. Hop, ça nous vient directement, j'allais dire Québec ou Canada, je sais jamais. On dit Québec ou Canada? Ben, ça dépend à qui on demande. Moi, Québec, l'identité du Québec est assez forte. Là. On est Toi, comme un petit pays dans le grand pays, presque. ne nous mettons pas les Québécois à dos, c'est un C'est jeu ça. québécois. Voilà. Exact. Hop, Respect the Québec, avec tout l'imaginaire de Nouvelle-France que vous aviez un peu compris, c'est son dada, c'est ta passion. Donc voilà. Et puis plein d'autres choses artistiques sur son site. Et je vais fermer ma grande bouche et je te laisse le mot de la fin, peut-être, gentiment, sagement. Oui, donc la campagne de financement a une durée très limitée. Là. C'est seulement 2 semaines.
Ça finit le 2 mars. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Attendez pas trop, je dirais. Et puis, ben, voilà, j'espère que vous aimez, que vous allez aimer découvrir Bûcheron et Loup-Garou. Puis c'est un jeu que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à créer. Bonne découverte à tous et hop, je te garde rien que pour moi. Ouais, parfait. Interlude sur Égaré. Je dis tout le temps les égarés, mais non, Égaré. Donc le livre en physique, ça correspond pas du tout à une actu. Il y a une vieille critique sur la chaîne qui le présente. Donc en lien fin de vidéo, en lien dans les coms sous la description de vidéo pour les impatients. L'auteur c'est Guillaume Vasseur, aka Icar. Voilà. C'est de l'auto-édition, ça c'est sur Lulu. Il me semble aussi qu'il est en version PDF sur d'autres trucs. Enfin, hop, Mister Ricard, je te laisse faire ta pub dans les coms. Et en fait, il m'a gentiment envoyé la version toute physique, toute dure, mais pour ma ludothèque. Je vais pas refaire un truc que j'ai déjà fait. Et puis voilà, parce qu'il sait que j'ai bien son jeu. Et puis on s'en a mis sur Facebook. Enfin, donc voilà, merci Icar. Et puis je voulais surtout en profiter. Si déjà je vais donner à peine l'envie, titiller votre curiosité pour aller voir la vidéo. Effectivement, là-dedans, tu joues des amnésiques humains normaux qui se réveillent dans un endroit vachement chelou. Ça semble un peu genre croisé, enfin, mi-chemin entre les mondes, où tu sais pas trop. Il y a des portes qui ouvrent ailleurs, il y a des grosses trolls qui essayent de te bouffer la gueule. C'est chelou. Et bien sûr, tu te réveilles amnésique, tu n'as aucune idée du moindre raison de qu'est-ce que tu fous là. Voilà. Et tes premières minutes de survie sont problématiques. Et puis du coup, surtout en profiter pour vous montrer les jolies illustrations. Parce qu'à l'époque, j'avais dit, ouais, il y a des jolies illustrations. Mais avec le PDF, je pouvais rien montrer. Et puis en plus, j'avais une cam de merde. Donc voilà. Et je vais pas toutes vous les faire. Et j'ai pas pris les mieux, en fait. Et j'ai carrément pris des illustrations au pif. Genre, ma préférée, c'est la tête de chien. Mais Dieu, à quoi ça sert de mettre des marque-pages? J'arrive même pas à les attraper. Voilà. Donc ça, c'est pas une illustration quelconque, c'est de la bestiole dans le jeu. Voilà. Donc ça, c'est la version toute belle, méga deluxe, couleur cartonnée la totale. Mais ils sont emmerdés à faire des versions non couleur, des versions couverture souple, enfin des variations pour économiser les budgets, tout simplement. Puis connaissant Lulu, de toute façon, l'impression que chez Lulu, c'est vite cher et c'est vite pour la poche à Lulu. Méchante Lulu. Donc voilà, si ça vous donne envie, si ce petit interlude d'illustration vous donne envie, allez donc voir la vidéo de présentation. Et puis bonne découverte à vous. Moi, c'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu imaginatif. Et puis voilà, bien joué Icar. Bosse bien pour tes autres projets. Donc salut Clément, nous t'accueillons pour nous parler de Ruine qui est actuellement en financement et que voilà, c'est ton premier bébé, donc tu es le bienvenu pour en parler. Et on va commencer par la première question. Mais mon Dieu, Ruine, qu'est-ce donc comme projet? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Alors, bonjour à tous. Ruin, c'est un jeu de rôle médiéval apocalyptique. Ça va être un jeu en partie de gestion quand même. On va explorer une carte et on doit gérer notre refuge. Il y a une partie de narration partagée sur le refuge. On explore une carte, on explore des temples qui ressurgissent et on doit faire des alliances avec l'extérieur pour essayer de faire survivre son refuge. Donc c'est un petit jeu un jeu qui est bien complet maintenant, qu'on développe depuis 2 ans avec un ami et qui va être entièrement illustré. Et on amène un nouveau système et on amène aussi beaucoup d'illustrations. On veut donner surtout du matériel de jeu pour les MJ. Du coup, dans ta description, moi, ça me faisait vachement penser à Moutonnière Zero ou de la même boîte là, putain, Forbidden Lands, si je dis pas de bêtises au niveau des titres. On est dans cette histoire, enfin dans cet aspect d'une grande carte, donc à découvrir pour les joueurs. C'est ça. Vraiment, ouais, Forbidden Lands, c'est le jeu qui se rapproche le plus en termes d'exploration. Donc on est sur une carte à case hexagonale. À chaque case, il va se passer des événements. Mais après, on se démarque quand même sur l'univers qui est médiéval, fantastique, enfin
surtout médiéval, qui est vraiment centré sur... on reprend les tropes de l'histoire classique. Donc on a un peu des Templiers, on a des Vikings, on a un peu tout ça qui se mélange pour permettre aux gens de s'identifier très facilement. Mais on a un peu de sorcellerie quand même, il y a des sorciers. Et puis on casse un peu tout ce côté assez terre-à-terre réaliste avec l'arrivée de l'apocalypse, où là il y a des choses qui ressurgissent et les monstres apparaissent et les légendes prennent vie. Alors, tout de suite, la question pas du tout préparée, j'espère qu'il fera mal, mais est-ce qu'on est sur un vrai jeu apocalypse où on nous vend vraiment une apocalypse, ou est-ce que c'est comme tous ces jeux où on nous dit il y a une apocalypse et on n'en saura rien, c'est dans 100 ans est-ce qu'on a des trucs en tant qu'MJ, vous avez prévu des trucs pour qu'on puisse le faire vivre, cet apocalypse, ou est-ce que c'est vraiment une toile de fond? Oui, alors plusieurs choses déjà, comme le système va vous demander de vraiment gérer les ressources de votre refuge pour survivre, et dans les voyages, il se peut très bien que si vous n'avez pas un bon explorateur, un bon chasseur avec vous, vous pouvez mourir de faim, manquer de nourriture et devoir rentrer à la base. Donc dans le système, c'est prévu. Petit clin d'œil aux joueurs de Rêve et Dragon, les souvenirs sont là à votre main. Pardon, j'arrête de couper, je suis une merde. Et dans l'histoire aussi, en fait, on propose, du coup, il y a vraiment toute une histoire de pourquoi il y a Apocalypse, pourquoi c'est le bordel. Et en plein milieu de l'exploration des joueurs, on invite le MJ à dire, bah, là, il y a un tremblement de terre, il y a un raz-de-marée, il y a un volcan, et de faire vivre tout ça dans l'aventure. Donc il y a vraiment l'exploration et le chemin vers un peu le donjon va être très important dans le jeu. Et on a un métaplot, une explication de qu'est-ce qui se passe, d'où vient cet apocalypse. Après, on laisse libre aux joueurs. Ils peuvent embrasser l'apocalypse ou essayer de la contrer. Ok. C'est une vraie question piège, on n'en a pas du tout parlé avant, les dessous des coulisses. Tu vois, on va faire au moins 4 questions pour orienter l'interview, toujours aussi professionnel sur la chaîne. Et voilà, non mais du coup, merci, cool. Enfin, je dis ça parce que je t'avoue, j'ai même flippé au moment où je l'ai posé, je me suis dit, ah, parce que... non mais c'est cool, vous avez bien travaillé le truc, effectivement, c'est donc pas qu'une toile de fond, il se passe des choses pendant l'aventure, il y a des outils pour le MJ, et libre aux joueurs de lutter ou pas contre la peau. Non, mais je suis content. Merci pour les réponses. Au final, dans le financement, on propose 2 livres en fait. Tu as le livre du joueur avec toutes les règles de base pour créer son personnage et tout, et le livre du meneur. Et le livre de meneur, on n'a pas voulu que ce soit une encyclopédie lourde à lire et après tu sais pas quoi jouer. Ça va vraiment être une campagne. C'est de quoi jouer, plein d'éléments, des tables d'adversité que tu pioches dedans, des monstres, des lieux à explorer, des énigmes aussi, beaucoup d'énigmes et tout ça. Donc on veut vraiment donner du matériel de jeu en fait. Ok, donc en fait, le livre du joueur, c'est donc toutes les règles et pour créer ton perso. Le livre du meneur, c'est tout le livre des outils pour faire vivre le monde autour des joueurs. C'est ça. Ah, en fait, quand je fais pas le débile, j'ai un talent de synthèse publiciste, j'ai raté ma carrière, j'aurais dû faire vendeur de merde pour Casino Carrefour. Pardon, je dérape. Ruine. Alors, ça, c'était le point 1, te casser les pieds pour que tu introduises un petit peu l'univers dans ses grandes lignes. T'en es content? On peut attaquer le système ou il y a encore des choses à dire sur présenter l'univers? Non, c'est bon là, c'est très bien. Ça, je te pose la question, une question me vient du coup. On est obligé de jouer des humains ou on peut jouer d'autres trucs? Alors il n'y a que des humains. Justement, encore pour faciliter l'immersion. Et aussi parce qu'on voulait casser avec Donjons et Dragons, où on peut jouer un peu tout et n'importe quoi. On est vraiment dans quelque chose où on part d'un Moyen-Âge historique plus classique, on joue des humains, et il y a du fantastique qui arrive. Et donc après, il y aura d'autres races qui peuvent apparaître, mais voilà, c'est à découvrir justement, ça va faire partie du jeu. Ok, non, parce que moi je n'ai lu que le kit, hein, c'est pour ça que puis on n'a pas trop échangé avant. J'ai pas gratté des infos secrètes sur l'univers. Donc oui, enfin tu l'as dit toi-même, mais quand tu as commencé à dire non, il n'y a pas d'humain, c'est une volonté et machin, oui, c'est vraiment par rapport au côté, on part d'un moyen, il y a un aspect. Enfin, tu le disais, c'est médiéval et c'est moins fantastique. Là, on le comprend mieux. Oui. Dans cet univers, la magie, elle réapparaît avec le phénomène d'apocalypse, ou est-ce qu'elle est déjà prégnante avant, mais en discrète? Alors non, elle est déjà présente avant, parce que bon, on est sur du médiéval classique, mais les joueurs aiment bien quand même pouvoir jouer un magicien. C'est quand même, on a voulu offrir un jeu qui soit quand même fun pour les joueurs et qui offre
plus de choses à jouer que juste un chevalier ou un explorateur. Donc on a quand même de la magie qui est présente. C'est une magie de l'esprit surtout. C'est pas on va pas lancer des boules de feu. C'est le mage, ça va plus être un support. Faut le voir un peu comme les Jedi. C'est ce qui s'en rapproche le plus. Et du coup, la magie est présente. Et c'est en lien avec l'Apocalypse, justement. Le fait que voilà, c'est quand même un monde qui n'est pas le monde classique. Il y a quand même de la magie. Et du coup, ça a impliqué des choses dans l'histoire. Et, euh, et, et, et du coup, il y a encore plus de magie qui se réveille. Ok, Mais on peut faire un mage dès le début. on peut faire un mage. Mais on n'est pas un jeteur de boules de feu. Non. On Et, peut bah, faire rentrer en rage ses alliés, par exemple. On peut distraire l'ennemi, lui faire voir des illusions, rentrer dans l'esprit. d'accord. Et du coup, bah, on va attaquer un truc. Si j'ai bien senti qui toi te titille et t'aimes bien, les règles. Qu'a-t-il donc de nouveau dans le système que tu proposes? Alors, le système, on adore avec notre groupe, en fait, on adore les systèmes de règles quand même. On est des joueurs un peu à l'ancienne, on joue à Donjons et Dragons. Mais on avait un souci avec Donjons, c'est que, bon, au bout d'un moment, avec les niveaux, les combats durent des plombes. On voulait redynamiser tout ça et aussi euh, avoir un peu plus de choses à faire que du combat. Donc le système de base, on a réussi à faire quelque chose de très simple, c'est au D12, c'est un D12 plus la compétence, et on doit battre une difficulté, ou alors on doit faire plus que l'adversaire. Là, on arrive à changer un peu les choses, c'est le fait que déjà dans tous les affrontements, c'est pas un jet d'attaque contre une défense, c'est attaque contre attaque, et c'est celui qui fait le plus gros qui touche l'autre. On a des combats beaucoup plus dynamiques où tout se passe en même temps, où l'initiative n'a pas d'importance. Dès que tu vas agir sur un monstre, il va réagir et t'attaquer en contrepartie. On utilise aussi beaucoup la marge de réussite du jet pour que ton score ait vraiment de l'importance. Et donc, ça, dans tous les systèmes du jeu. On a plein de systèmes de jeu. Donc, on a le combat, on a la magie, mais on a aussi le système d'exploration, l'artisanat pour produire son propre équipement et l'alchimie pour faire des potions. Et la marge de réussite que tu vas avoir sur ton jet va définir directement le nombre de points de dégâts que va faire ton poison. Dans l'alchimie, le nombre va déterminer la qualité de ton armure et si elle t'offre une meilleure protection. Ça va déterminer le nombre de points de dégâts que tu fais à l'ennemi. Mais du coup, votre mécanique de marge, c'est une marge ouverte à l'infini ou il y a du genre 3 paliers de réussite, c'est réussi normal, c'est réussi bien, c'est super Non, champion c'est Michelin. vraiment la marge numérique. Donc, c'est-à-dire tu lances ton D12, tu lances un D12 plus 7, tu as une difficulté de 10. Si tu dépasses de 4, tu as 4 points qui vont être utiles, quoi. Même dans le système d'exploration, tu fais ton jet d'orientation et les points bonus au-dessus de la difficulté, ça va te permettre de débloquer une zone de chasse, trouver une ruine antique, trouver une zone de récolte ou alors trouver un meilleur chemin qui va moins te fatiguer. Donc vraiment tout ce système de marge est vraiment utilisé et connecté entre tous les systèmes via les ressources. Les ressources qui sont importantes dans un jeu apocalyptique, mais elles sont abstraites. C'est-à-dire que tu as des points d'or, ça va représenter toute ta richesse, donc des pièces d'or, mais d'argent, des gemmes. Tu as des points de nourriture. Un point de nourriture, c'est pour manger pour une journée pour une personne. Et que, voilà, que tu chasses ou que tu pêches, tu récoltes des points de nourriture. Et après, tu as des solvants, des réactifs pour faire de l'alchimie et des matériaux souples, robustes et durs pour faire de l'artisanat. Et du coup, tous ces points-là, tu récoltes lors des phases d'exploration. Tu t'en sers dans l'artisanat pour créer tes objets, tes armures et tes armes. Et après, tu t'en sers dans les combats pour aller taper. Donc chaque point que j'ai au-dessus du seuil de réussite, c'est une petite marge et chaque point peut être investi dans un type de truc en fonction de ce qu'on joue, Voilà. enfin, de la compétence, de la situation de combat, baratinage, craft. C'est ça, j'ai compris? C'est ça. On essaye vraiment de faire en sorte que la marge soit utile et que du coup, on sente qu'il y a une différence quand tu fais un 12 sur le dé et que tu as un très gros résultat. Ce ne sera pas pareil que si tu as réussi de justesse. Donc ça, c'est un premier point. Donc on a tous ces systèmes qui sont vraiment très connectés et qui créent du jeu un peu. C'est-à-dire que les joueurs vont d'eux-mêmes vouloir explorer la carte pour aller chercher des ressources, pour améliorer leur refuge.
Parce qu'il y a aussi le refuge qu'on peut améliorer. Il y a des bâtiments dans le refuge, il y a une forge, il y a la salle du conseil qui vous donne des soldats, des PNJ, des suivants. Donc on peut avoir des suivants qui viennent vous aider. On peut avoir un navire. Dans la campagne de base, ça va se passer sur des îles. Et donc on conseille vivement d'essayer d'avoir un navire pour explorer tout ça et se balader. C'est quand même plus sympa. Sinon, on est obligé de payer le bateau à chaque fois. La nage, c'est très bien. Donc voilà, tous ces systèmes sont connectés, on utilise beaucoup la marge, mais on a une base qui est assez simple, c'est juste le dé plus la compétence. Et on a un petit twist, le système s'appelle prédiction, parce qu'on a le système de prédiction qu'à la base j'ai créé pour la magie, je voulais trouver un petit truc qui fasse un peu magique justement, pour la rendre plus fun. Et en fait, on a un système où tu dois essayer de deviner le résultat de ton dé. Et ça va te déclencher ce qu'on appelle un haut fait. Donc ça peut être un haut fait magique, mais on a aussi le même système dans le combat et dans le tir. Donc lors des combats, voilà, les mages, les combattants essayent de deviner le résultat du dé. Et que ton action réussisse ou non, tu peux déclencher un haut fait. Et du coup, tu as différents hauts faits. Tu vas acheter des talents pour avoir des hauts faits plus puissants. Tu as des hauts faits défensifs. Donc par exemple, déclencher une parade, tu vas pouvoir lever ton bouclier et encaisser plus de dégâts. Et des hauts faits offensifs, tu vas pouvoir sonner l'adversaire, l'assommer pour lui donner un malus à son prochain tour, ou le faire tomber au sol, ou alors jouer avec l'environnement si tu veux improviser. Ok, c'est des espèces de super critiques. Oui, on va dire ça. Alors, c'est pas aussi fort que le critique à donjon, on va dire. C'est quand même, c'est un petit bonus, mais tous les joueurs peuvent en faire. Et donc, même si tu rates ton jet, si tu arrives à faire un haut fait, tu peux améliorer la situation au tour suivant et essayer de faire un effet boule de neige. D'accord. Et ce qui est bien, du coup, c'est que tu peux annoncer plusieurs résultats. Tu vois, en fait, en fonction de ton niveau, plus tu es bon dans ta compétence, plus tu peux essayer de deviner plus de résultats du dé. Donc, tu peux parier sur les 1, les 2, les 3 et les 7 et les 8. Et donc, si tu fais un de ces résultats, ça va déclencher un haut fait. Et là, tu as toute une stratégie qui se développe. Est-ce que tu paries sur les petits résultats, ce qui veut dire que tu vas rater ton action, mais du coup, tu vas avoir un haut fait défensif qui va peut-être t'aider, ou alors tu vises sur les gros résultats, etc. Tu limites la casse ou tu veux maximiser ta réussite. Voilà. Ok, ok. Et en ordre d'idée, parce que donc, sur un dé de 12, donc c'est un 12e, tu disais c'est tes compétences qui te. Enfin, genre, tu as 5 quelque part, tu peux donner donc 5 chiffres. Oui, en fait, c'est par rapport au niveau dans la compétence que tu as. Donc la compétence, c'est ta carac plus ton niveau, plus aussi un bonus d'expertise qui est vraiment lié à ta carrière. Tu as 3 compétences où tu es un expert, tu as un bonus. Mais c'est vraiment, et c'est le niveau plus l'expertise, en fait, qui te donne le nombre de résultats que tu peux annoncer. Ok. Et donc, on a des joueurs là qui peuvent déjà annoncer dans la campagne que je suis en train de tester, ils ont déjà 10 niveaux de prédiction, donc ils peuvent annoncer 10 résultats. Bon, c'est simplifié, hein, t'as la liste des 12 résultats possibles et ils ont qu'à cocher. Et du coup, ils déclenchent des hauts faits très souvent, en fait. Et après, on a envisagé déjà, quand tu vas arriver à des niveaux de vraiment très très forts, où tu vas dépasser 12 niveaux dans la compétence, bah, tu es sûr de toujours réussir ton haut fait. Mais du coup, si tu passes à 13, eh ben, tu reviens à 1, t'en déclenches 1 automatiquement sur les 12 premiers niveaux. Et après, tu peux retenter une prédiction supplémentaire avec le 13e point. Où tu n'as plus qu'une chance, mais du coup, c'est encore plus champomis, quoi. Voilà. Tu pourras en déclencher 2 au lieu d'1. Ok, ok. D'autres points spécifiés sur le système? Genre point de vie, blessure, comment ça se passe la tatane et l'agonie? Alors, on a des points de vaillance. On n'a pas appelé ça point de vie parce que c'est un peu une jauge également dans laquelle tu peux puiser. Quand tu rates un jet, encore une fois, si tu as une marge qui est de -3, selon la situation, tu peux dire bah, je dépense 3 points de vaillance pour réussir mon action tout de même. Mais par contre, c'est assez mortel. On peut très vite, surtout à la création au début, les joueurs peuvent tomber en 2 coups. C'est quand même un système qui se veut assez réaliste. Et l'armure est très importante pour gagner des points de protection et pour encaisser les coups après. On a aussi des points de destin qui permettent, en plus de tout ça, ben, de s'acheter des relances, de s'acheter des bonus, de déclencher des hauts faits quand on a raté la prédiction. Et il y a une économie à surveiller. On doit garder 4 points de destin pour sauver son personnage s'il meurt, s'il tombe à 0 vaillance.
Donc, est-ce que tu es greedy, tu dépenses tes points de destin pour gagner les combats, ou est-ce que tu la joues plutôt safe? Et aussi, dans les mécaniques, on a quand même... Alors, je parle beaucoup de système, c'est vrai que ça peut faire peur, mais quand j'ai créé le système, j'ai regardé tout ce qui se faisait et j'ai découvert tout ce qui se faisait en termes de narration participative, les Powered by the Apocalypse. Donc, on a quand même intégré plein de systèmes aussi qui vont pousser les joueurs à faire de la narration. Dans la phase d'exploration, euh, lorsqu'ils font une chasse, une récolte, ben, c'est à eux de raconter comment ça s'est passé, de faire des petites scénettes. Et on a aussi le refuge. Quand tu crées ton personnage, avec le groupe, tu crées ton refuge également. Et tu crées des habitants dans le refuge que tu dois faire vivre. Tu dois faire des petites scénettes quand tu reviens au refuge. Ça fait un peu un intermède entre les aventures. Tu fais vivre ton petit refuge comme ça. Bon, c'est mécanisé, ça te donne un petit bonus pour inciter à le faire. Mais du coup, ça crée de l'histoire. Et en fonction de ce que font mes joueurs, je leur dis, ah ben, tel personnage te dit, par exemple, au cas typique, ils ont créé le tavernier, parce qu'il leur fallait forcément une taverne dans leur refuge. Et je leur disais, ben, le tavernier, il se plaint parce il a épuisé toutes ses ressources, tout son vin et toute sa bière. Et ben, ils ont plus de voie d'accès, comme c'est l'apocalypse, il n'y a plus de voyage. Donc, ils ont plus de nouvelles sources d'approvisionnement. Donc, ils voudraient construire un alambic. Et du coup, il faut lui ramener des ressources pour qu'il construise ça. Et là, tout de suite, les joueurs se sont dit, ah ouais, là, on va partir en exploration, on doit trouver du métal pour faire son alambic. Et je les récompense avec un point d'XP quand ils ont fini ça. Ok. Donc, on a quand même, voilà, un jeu qui a des mécaniques quand même, on a essayé de faire assez simple, qui dynamise les combats et qui permettent de faire de l'exploration qui a un impact et qui aussi va aider à créer de l'histoire et à générer l'histoire. En fait. Ok. Ok. Et bah, du coup, ouais, j'étais parti dans ma tête hein, dans ce qu'on pouvait créer. Faut assimiler tout ça, dire ah ouais. Non, puis oui, non, mais du coup, je comprends quand tu disais il y a un parfum, enfin, il y a une sensation de Forbidden Land sur le côté. Voilà, tu crées ta forteresse, enfin, tu me diras, je dis ça, il y a une sensation d'aider boîte rouge, boîte bleue, quand tu montes de niveau et tu crées ta forteresse pareil, hein, t'as Oui, des oui. souverains, Enfin, ouais, c'est pas. En fait, oui, c'est quelque chose qui est très prégnant dans le jeu de rôle et mettre fan depuis longtemps. Au bout d'un moment, quand on est des aventuriers, on commence à faire son château, on commence à faire son Mhm. père. On n'est pas que des traînes savates de niveau 2 et demi, quoi. Et là, on le fait dès le début, en fait, parce qu'on a voulu vraiment avoir cette idée un peu c'est le système du post-apocalyptique dans Fallout, où tu sors de ton abri atomique, quoi, et tu pars à l'exploration à partir de là. Donc c'était un peu cette idée-là. T'es dans un refuge, ça peut être un petit village, ça peut être le quartier d'une ville qui a été rasée par un volcan, et il y a juste un quartier qui a survécu. Ça peut être un peu ce qu'ils veulent, c'est à eux de l'inventer justement. Et ça permet de faire que les joueurs vont vraiment s'impliquer dans l'histoire et dans ce refuge. Et c'est aussi, pour le meneur de jeu, un point faible à exploiter. Lorsque les joueurs reviennent d'une aventure et qu'ils se rendent compte que leur refuge se fait attaquer, bon, bah là, ça enchaîne sur des grosses scènes de combat et c'est assez sympa de les voir s'impliquer et de se battre pour protéger les PNJ qu'ils ont créés, quoi. Ok. Et du coup, là, on était sur le développement interne comment dire, les joueurs créent leur monde dans ce qui leur appartient et dans la découverte de la carte. Ça se passe comment? Vous avez déjà construit le monde en disant ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, ou il y a un côté très aléatoire, chaque table qui construit sa carte? Alors, il y aura une carte définie avec les emplacements de quelques lieux importants, mais ça va être les emplacements des cités humaines connues, donc les capitales un peu de chaque région. Donc les capitales vont être bien définies, mais par contre après, euh, tous les éléments supplémentaires qui vont surgir lors de l'apocalypse, des temples antiques, des ruines ou des monstres, etc., là c'est le meneur qui les place où il veut. Comme ça, il fait en fonction et du coup, les joueurs peuvent choisir à la création d'implanter leur refuge où ils veulent sur la carte,
fonction de ce qui les intéresse, ils se mettent à l'endroit qu'ils veulent. Et voilà, ça va juste influer sur les cités qu'ils vont découvrir en premier. Mais après, le meneur, il sera guidé pour dire, voilà, quand vous voyez qu'ils ont commencé à bien explorer la région, faites intervenir telle faction. Il y a différentes factions qui vont interagir dans cet apocalypse. Ou faites apparaître telle ruine spéciale près de chez eux, où ils en entendent parler, etc. Et là, après, du coup, c'est à eux de rajouter sur la carte les différents éléments qu'ils auront trouvés, quoi. Ok. J'étais parti là, il y a vraiment plein de possibilités dans les On est diverses resté, adaptations. on est resté sur un monde quand même assez flexible. C'est vraiment l'idée du bac à sable. On sait que de toute façon, la plupart des MJ, ils se font leur propre tambour, ils se font leur propre univers. Et du coup, on donne vraiment des outils pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Et du coup, on n'impose pas telle ruine. Si la ruine leur plaît pas, bon, bah, ils en mettent une autre. Ils font ce qu'ils veulent. Mais par exemple, quand tu es dans un cas de hop, découverte de temples. Après, dans le guide du maître, j'ai un chapitre qui s'appelle Les temples, où j'ai des temples reconstruits, ou j'ai un chapitre sur les temples, comment construire ton temple, ou un Non, chapitre Les temples, le secret du monde et tout ce qu'il y a sous les temples et pourquoi ça réapparaît. C'est un mélange. Il y a une histoire de pourquoi tout ça apparaît, quels sont les différents temples, ou ruines plutôt, et on va proposer vraiment les ruines les plus importantes. Elles seront proposées avec la carte pour l'explorer. Qu'est-ce qu'on va y trouver, quel type de monstre on va y trouver, quel trésor on va y trouver, et à quoi elles servaient, parce qu'on donne du sens quand même à chaque endroit. Euh, donc tout ça, c'est indiqué. Mais après, il y a des trous en fait. On donne de la place à l'imaginaire et on leur dit, n'hésitez pas à faire réapparaître pour le fun. Vous voyez par exemple une cité antique qui était dans votre précédente campagne de Donjons et Dragons. Ouais, c'est On peut, pas, on peut se faire plaisir. c'est pas une aventure campagne où il y a 10 lieux à découvrir en fonction de la promenade sur la carte pour avoir Chaque compris aventure les sera origines de différente. l'Apocalypse. Et d'accord. Pardon. Vraiment en fonction de ce qu'ils trouvent. Ça fera une aventure totalement différente. En fonction des alliances et de comment ils vont le gérer, comme je disais, ils peuvent vraiment essayer de la combattre, cette apocalypse, ou alors ils peuvent se dire, ben, ce qui arrive là, on peut s'en servir, on peut embrasser l'apocalypse et puis euh, jouer un peu les tyrans et dire, ben, on va s'en servir pour rebâtir, mais à notre sauce, par exemple. Donc ça reste vraiment ouvert. C'est vraiment plus une situation de base. Et un peu comme dans les jeux PBTA, tu as des factions qui ont leurs propres objectifs. Et donc à voir comment ça va se goupiller tout ça, comment le MJ va amener ses objectifs, comment les joueurs vont y répondre. Et avec de l'aide pour le MJ. Vraiment, vraiment ce qui me motivait aussi, c'était de proposer du matériel de jeu pour les meneurs et de leur simplifier la vie. Parce que même moi, ça fait plus de 20 ans que je fais du jeu de rôle. Je suis quand même stressé quand je lance une nouvelle campagne, quand je dois créer un scénario ou quoi. Ça demande beaucoup de préparation. Et du coup, je voulais vraiment simplifier la vie aux meneurs pour ça. Ok. Donc si jamais il est en panne d'inspiration, il ouvre le bouquin, il prend un temple, c'est parti. Et du coup, parce que là on parlait beaucoup de création de parties, mais du coup c'est aussi et surtout une création de jeu. Et donc ben, je te laisse faire ta plus petite explication, mais je fais synthèse avant, je fais mon travail. On n'est pas sur un financement du type précommande, vous avez le bouquin livré dans 3 mois. Vous êtes sur un financement du type création de projet artistique. C'est ça. Donc, à la base, le projet pour nous, pour mon groupe de joueurs, c'était juste une campagne de jeu en plus qu'on allait faire. On venait de finir du Star Wars, on voulait revenir sur du médiéval. Donc, on a commencé à réfléchir à ça. Moi, je suis graphiste de formation et je voulais me lancer dans l'illustration. Donc, je me suis dit, je vais m'en servir pour m'entraîner, pour illustrer un peu, et j'ai fait les illustrations. Et au niveau système de jeu, on voulait sortir du donjon qu'on faisait tout le temps. Et on avait trouvé des systèmes un peu intéressants, on avait vu passer du brigandine, ce genre de choses. Et donc, mais au final, il n'y avait rien qui réussissait à nous convaincre totalement. Et on s'est dit, bon, on va essayer de bricoler notre propre système. Et du coup, ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. Et au final, on s'est retrouvé avec une campagne, des illustrations, un système. On a dit, bah là, on a tout pour faire un jeu. Donc, on tente l'aventure. Alors bien sûr, voilà,
c'est vraiment une aventure risquée, hein, on sort de nulle part. Mais du coup, on a passé beaucoup de temps, ça fait plus de 2 ans qu'on est en train de tester ce projet. On a créé un kit de découverte qui est disponible gratuitement sur le site ou sur la campagne directement. Et donc le kit de découverte vous donne déjà toutes les règles pour jouer au jeu, pas pour créer votre personnage, il y a des pré-tirés qui sont fournis, et un petit scénario de découverte pour tester un peu le feeling de toutes ces mécaniques et comment ça fonctionne. Et donc, voilà, le financement, c'est pas un jeu que vous allez avoir dans 3 mois, c'est sûr. On l'annonce, on reste assez vague parce que c'est notre premier projet, donc on n'a pas de retour d'expérience là-dessus. On annonce plusieurs années. On sait que ça va prendre beaucoup de temps pour aller au bout. Moi, sachant que je veux mettre beaucoup d'illustrations dedans et que ça demande beaucoup de temps, on a vu que des projets qui avaient été financés, par exemple, du même style, ont mis 4 ans à sortir. Des fois plus de 4 ans. Bon, dans l'idéal, on n'aimerait pas être au-delà des 2 ans, quoi, parce que on aimerait quand même réussir à accélérer le mouvement. Mais voilà, on sait que c'est un point qui peut faire peur. Mais bon, vous inquiétez pas, nous on est là, on est passionnés. On est disponible, on a un Discord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez tester le jeu, en passant sur le Discord, on peut vous faire tester le kit de démo. Bah, du coup, il faudra que je mette les liens. J'arrive déjà pas à foutre les liens vers mon propre Discord. Il faut que tu me livres tout ça, genre copier-coller pour attarder. Hein. D'accord. Je préviens, je suis teubé. Mais ouais, bah, c'est cool. Enfin, ça fait. Hop, on a la présentation globale du jeu. On a le système, tu peux te relancer un petit coup dessus, hein, parce que je sais que ça a l'air un peu d'être ta marotte. Et puis sinon, de toute façon, on va spoiler le côté. Enfin, moi, j'aime bien les univers, donc ça va être tout de suite. Ouais, mais alors l'Apocalypse, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il s'agit dans le fond? Comme quoi, Bah, à quoi ça sert les temples, les si ruines, tu tout veux, ça. si tu veux vraiment en savoir plus sur l'univers, faut faire le scénario du kit de découverte. Il est vraiment là, il apporte vraiment des réponses déjà, mais il les apporte en jeu. Parce que j'ai pas envie de dire voilà ce qui se passe et tout, et puis du coup, ben, les joueurs qui nous écoutent pourraient être spoilés, ce serait dommage. Donc faites-le en jeu, testez le kit de découverte. Il y a un petit scénario qui va vous emmener pas à pas vers des révélations sur ce qui se passe. Et ensuite, vous aurez plus qu'à voir si vous êtes intéressé ou pas. Ben voilà, ben c'est hop, la messe est dite. Le lien du kit en dessous, voilà, j'ai fait convenablement mon travail. Et puis allez cliquer, c'est pareil, enfin, t'en as pas parlé, mais votre site, il est assez. Voilà, c'est un site de présentation générale bah, enfin, qui fait une présentation générale, comme l'objet. Ah, je me taperai. Mais ouais, bah vas-y, enfin, si tu veux dire 2 mots sur le site, c'est l'un de vous qui s'en est occupé. Ah bah c'est moi. Comme je suis graphiste à la base, je bossais pour le web surtout, donc le site internet, voilà, c'était un petit truc en plus facile à faire pour moi. Et donc on a choisi de créer, par contre, c'est vrai, le jeu s'appelle Ruine, mais on a décidé de créer un site qui s'appelle 1d12editions.fr parce qu'on a déjà des idées pour développer d'autres jeux dans plus de la science-fiction ou d'autres univers. Donc on s'est dit, voilà, on va faire un nom d'éditeur, entre guillemets, pour réunir tout ça, en fait, pour réunir tous nos projets et qui vous permettra de découvrir tout ça. Donc pour l'instant, on parle que de Ruines parce que c'est le premier, mais on a déjà des idées pour d'autres jeux. Mais bon, voilà, il faudrait déjà qu'on arrive à sortir celui-là. D'autres jeux sous des 12. Ouais, sous des 12, on gardera notre système, du coup, qui sera un peu notre système signature, quoi. Et on reste au D12. Ok. Le Eh ben, D12 qu'on aime bien, parce que c'est un dé qui était peu utilisé, et sur Donjon, c'était les points de vie du barbare et les dégâts de la hache à deux mains. Donc c'est le dé bourrin pour nous, on avait ça en tête. Donc ça nous faisait marrer. Et aussi, voilà, bah aussi pour des termes de mécanique, hein, le dé de 20 par exemple, en fait, dans Donjon, donne trop d'aléatoires dans le résultat des actions des fois. Le dé de 12 calme un peu les choses et du coup, le score de compétence est quand même pèse plus dans la balance. Et donc on arrive à avoir un jeu quand même qui s'équilibre un peu mieux au niveau de l'aléatoire. ok.
Ouais, non, mais du coup, j'étais parti. Ouais, mais du coup, il y avait le D10 à Cyberpunk, AD plus Karat plus Comp, et t'avais un équilibre. Mais ouais, on s'en fout, on s'en fout. Les intérêts du D8 qui est à peine plus au-dessus du D. Putain, faut que je ferme ma gueule. Donc, j'arrête de dire des conneries. On peut vous découvrir sur la page web. On peut vous découvrir grâce au kit. Il y a le financement qui court pendant un peu longtemps. Donc, moi, j'ai pas les dates en tête, mais Jusqu'au 13 mars. voilà. Donc, hop. Et puis, de toute façon, c'est pareil. Je pense que vous ferez un let's play quand vous arriverez au bout du projet. Oui, probablement. Si le projet fonctionne, et après, au bout, je sais pas, d'1 ou 2 ans, quand on sera prêt à le sortir et à les envoyer, bah forcément, on refera un late pledge pour les gens qui l'auraient manqué. Et puis là, ce sera plus safe, on va dire. Mais bon, il faut nous soutenir maintenant. C'est maintenant qu'on en a besoin. N'attendez pas qu'on sorte le projet. Peut-être qu'on va pas le sortir si on n'atteint pas ce financement. Parce que bon, le jeu de rôle, c'est un milieu compliqué, hein, on va pas en vivre, hein. Donc voilà, si vous voulez aider les gens à créer encore des jeux indépendants. On n'est pas aussi dans l'OGL, on n'est pas dans la 5e édition. On a pris ce parti justement parce que moi, de base, ça me faisait peur, cette histoire d'OGL, même si c'était censé être ouvert, gratuit et tout. Je me disais non, je préfère pas me lier à un système existant, on va faire notre propre tambouille. Et finalement, on a eu raison quand on voit ce qui se passe. On fait bon, il vaut mieux des fois faire sa propre tambouille que de mettre tous ses œufs dans le panier du voisin, quoi. Bah, c'est un beau mot de la fin pour un jeu de récolte de ressources. Et hop, je te garde rien qu'à moi. Salut les gens! Salut.